law. You don't ever bring him in alive, now do you, Jake? Not when there's 3 of them and 1 of me. Spéculation by Sofilm, le podcast d'Emmanuel Burdeau, épisode 11. Pour cette première communication de l'année 2024, nous avons souhaité revenir sur les films de Justine Triet, que nous avons carrément qualifié de cinéaste de l'année 2023, pour plein de raisons, on va y revenir, mais évidemment et essentiellement pour le succès colossal de son Anatomie d'une chute, Palme d'Or 2023, une presse incroyable, une sortie en salle absolument réussie. Moi, je l'ai vu aux premières loges puisque je dirige le cinéma Eldorado et ça a été un des grands succès de l'année. Le film d'ailleurs dépassait le million d'entrées après un mois d'exploitation. Son discours lors de la cérémonie de la cérémonie cannoise qui a fait grand bruit, c'est le moins qu'on puisse dire, suivi de son éviction de la course aux Oscars sous bannière française. Et puis hier, là on enregistre lundi l'émission, hier deux prix aux Golden Globes. Donc remporté pour le meilleur scénario et meilleur film étranger. Donc la carrière du film est assez incroyable. Tout concourt aujourd'hui à parler d'Anatomie d'une chute, du cinéma de Justine Triet, et il se trouve qu'on a revu ces 4 films et on souhaitait en parler ensemble. Moi, la première chose, mon premier étonnement, c'était d'une certaine manière la surprise face à la cohérence de l'œuvre ou des films, c'est-à-dire il y a toute une série d'éléments qu'on retrouve de film en film, mais de manière très précise, très insistante, et je m'attendais pas à ça parce que dans mon souvenir, c'était pas forcément là. En tout cas, mon regard s'était pas attardé là-dessus. On peut peut-être commencer par ça, Emmanuel. Ouais, je veux bien qu'on commence par là, en effet. Bonjour, Mathias, et bonne année. Oui, c'est vrai que Justine Triet a réalisé 4 longs métrages. Le premier, La bataille de Solferino, c'était un peu plus de 10 ans maintenant, puisque le film a été tourné le jour même de l'élection de François Hollande, donc en 2012, et puis il est sorti l'année suivante. Le deuxième, c'était 2016, Victoria, qui était le premier film qu'elle a réalisé avec Virginie Efira dans le rôle principal. Le troisième, Sibylle en 2019. Victoria, était à la Semaine de la Critique. Sibylle était déjà en compétition à Cannes, mais n'avait, dans mon souvenir, je crois, remporté aucun prix. Et puis, évidemment, Anatomie d'une chute, 4 ans plus tard, Palme d'Or. Et alors, la remarque par laquelle tu as commencé, c'est une remarque que moi, j'ai été amené à me faire à assez nombreuses reprises, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, comme l'accès au film est devenu beaucoup plus aisé, il est également beaucoup plus aisé que par le passé de revoir les films précédents d'un ou d'une cinéaste lorsque sort un nouveau film. Et c'était une habitude que j'avais prise quand j'écrivais pour Mediapart, parce que je faisais aussi des articles à un rythme beaucoup moins soutenu que pour les cahiers, donc j'avais du temps de revoir, bon, pas toujours tous les films, mais voilà. Et quand on fait ça, on s'aperçoit des choses vraiment nous sautent aux yeux. Et je dirais qu'elles nous sautent d'autant plus aux yeux que ce sont des aspects dont la presse fait assez peu état, en général, quand un film sort. Et moi, je me suis toujours demandé pourquoi. Est-ce que c'est parce que, finalement, on voit tellement de films que lorsque sort un nouveau film de Justine Triet, on a oublié un peu à quoi ressemblait le précédent? Ou est-ce que parce que, comme je pense parfois, peut-être de manière un peu, pas cruelle, mais un tout petit peu, parce qu'au fond, la critique a parfois tendance à reculer un peu devant l'évidence. C'est-à-dire qu'en effet, ces choses qu'elle reprend d'un film à l'autre sont tellement évidents que peut-être on passe à travers. Alors, quelles sont ces choses? D'abord, évidemment, le couple. Le couple. La bataille de Solferino, qui est un film qui a quand même marqué, dès le début, était assez repéré dès le départ, qui était à la Semaine de la Critique aussi. C'est un couple qui est formé par Laetitia Doche et Vincent Macaigne, et d'ailleurs, dans le film, les deux portent leur prénom d'acteur, comme le couple d'Anatomie d'une chute. Et ce couple, lui, et d'ailleurs ça nous parle aussi déjà d'un peu d'Anatomie d'une chute, lui, Vincent Macaigne, son ex, parce que c'est son ex en vérité, Laetitia Doche, et ils ont 2 enfants, comme quoi la question des enfants revient aussi de film après film, lui est décrit par elle avec mépris comme étant une sorte d'artiste qui fait des bubules, dit-elle, il fait de la BD, mais on comprend que ça marche pas trop bien. Elle est journaliste pour une chaîne info, donc ça marche beaucoup mieux pour elle, et elle est envoyée en reportage un peu en 4e vitesse, je crois, pour remplacer quelqu'un.
rue de Solferino, enfin dans la foule. Oui, dans la foule qui fête la victoire de... Qui se prépare à fêter la victoire de... Bon. Et alors, c'est donc on va dire que c'est la tempête d'un couple ou en tout cas à côté, avec la tempête politique. Bon. Donc le couple traverse tous ces films. Ça, c'est une évidence. Et je dirais qu'à chaque fois, d'une certaine façon, c'est le couple, et là j'anticipe presque un peu, c'est le couple avec autre chose. Et pour moi, mais je reformulerai mieux tout à l'heure, c'est pas du tout pour donner tout de suite toutes mes cartouches, c'est que la question, il me semble, de Justine Triet, c'est de savoir est-ce que cette autre chose qui est à côté du couple fait en vérité partie du couple, ou est-ce que c'est ce qui vient parasiter le couple de façon extérieure. Mais bon, à la fois j'anticipe et je pense que je suis un peu cryptique. Mais ce qui est déjà très présent, ce qui est présent dans tous ces films, c'est le couple. Alors je te coupe, mais peut-être oui. On peut dire avant d'aborder effectivement ce qui vient parasiter ou capturer le couple, c'est une forme de couple qui revient de film en film, qui à l'intérieur même du couple vient lui-même se vampiriser, c'est-à-dire ces deux êtres qui vont être dans des conflits, donc c'est évidemment pas un couple apaisé. Non, c'est le couple comme conflit. Comme c'est régulièrement, je crois que c'est annoncé au moins dans 3 films, il n'est jamais un couple équilibré n'existe pas, ou alors c'est pas un couple. C'est dans l'anatomie d'une chute et dans la bataille de Solferino aussi. Pendant la grande dispute. Ouais. Et dans Victoria également, je crois que c'est. Bon, moi je me souviens d'anatomie d'une chute parce que je l'ai encore revu hier soir, où Sandra Hüller Sandra, c'est le nom de ce personnage, dit à Samuel qu'elle ne croit pas à la réciprocité au sein d'un couple. Elle dit même, non seulement je n'y crois pas, mais enfin elle s'exprime en anglais et elle dit je trouve ça même depressing, c'est-à-dire qu'elle n'y croit pas et que même si ça pouvait exister, ce serait surtout pas quelque chose qu'on souhaiterait. Bon, mais c'est donc effectivement le conflit dans le couple, et ce qui revient, c'est, alors pas dans la bataille de Solferino, dans les films suivants, c'est la justice, le procès. Le couple mis en procès ou un couple qui a affaire à un procès. Bon, dans Victoria, elle est avocate. Virginie Efira. Donc la justice omniprésente. Alors, la justice comme institution, comme discours qui chercherait à dire la vérité sur le couple, je dirais ça reste à voir. La psychanalyse, extrêmement présente aussi. Et la justice est présente dès la bataille de Solferino, puisque Arthur Harari, compagnon et co-scénariste d'Anatomie d'une chute, interprète un avocat, ce qui donne lieu à au moins une scène savoureuse où il se retrouve à devoir être l'intermédiaire entre les deux membres du couple, puisque dans son délire, si je puis dire, Vincent McCain, à un moment, décide, s'appuyant sur je ne sais quelle disposition légale, qu'à partir de maintenant, Laetitia, si elle doit s'adresser à lui, doit absolument passer par l'avocat. Donc c'est vraiment la justice comme étant, je dirais vraiment, dans le couple, entre les deux membres du couple. Bon. Justice, psychanalyse, dans Sibylle, Virginie Efira est psychanalyste, dans Victoria, elle est en analyse, et le film commence par là. Le rapport, alors là, on entre dans des choses qui sont tout de suite un peu complexes, un cinéma quand même vraiment complexe, je pense. Le rapport entre réalité et fiction, alors c'est le point de départ qui avait tellement frappé à l'époque, et à juste titre de la bataille de Solferino, c'est-à-dire on prend une élection présidentielle, évidemment pas recréée pour le film, mais saisie sur le vif, et là-dedans on balance un couple fictionnel formé par 2 acteurs, et on voit ce que ça fait. Dans Victoria, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi. Je fais un peu, pardon pour ceux qui sont très familiers du cinéma, mais je fais sous la plume donc d'un écrivain là cette fois. Dans Victoria, le personnage titre, Virginie Efira, son ex, interprété par Laurent Poitrenaud, est un blogueur apprenti écrivain qui pille leur passé commun pour écrire ses propres textes. Bon. Lui considérant qu'il en a tout à fait le droit, elle considérant que c'est très problématique, d'autant plus qu'elle est magistrate, enfin elle est avocate, donc certaines choses qui sont mises sur la place publique pourraient lui poser problème, et d'ailleurs je crois que c'est en partie ce qui arrive. Réalité et fiction sont au cœur de Sibylle, qui raconte comment une psychanalyste, au moment même d'ailleurs où celle-ci va renoncer à son travail pour écrire de la littérature, est prise d'une certaine manière, doit s'occuper d'une actrice de cinéma jouée par Adèle Exarchopoulos, qui tourne un film
réalisé par l'actrice d'Anatomie d'une chute, Sandra Hüller. Oui, tout ça se croise. De toute façon, le maître mot du cinéma de Justin Trier, autant le dire tout de suite, c'est le mélange. C'est que les choses se mélangent, mais c'est quoi ce mélange dans lequel on baigne? C'est la confusion, le chaos, c'est brouiller les pistes, il s'agit toujours de ça. Et dans Sibylle, qui est des 4 films qu'il a réalisés, à l'évidence le moins réussi, dont on peut même dire qu'il est tout à fait raté, mais peut-être que ce ratage était nécessaire pour en venir à Anatomie d'une chute, qui est à l'évidence plus réussi. Donc elle va se trouver, cette psychanalyste qui doit s'occuper d'une actrice, qui attend un enfant, qu'elle ne veut pas garder, qu'elle a d'un acteur, etc., va être prise elle-même entre donc le personnage de Sibylle, entre son métier d'analyste, son désir de littérature. Elle va enregistrer, à l'insu de son actrice, certaines de leurs séances pour nourrir son écriture en cours. Tout ça étant évidemment très trouble et qui va finir par déboucher sur une situation littéralement ingérable. Autre élément qu'on retrouve dans... L'enregistrement, bien sûr, est quelque chose qu'on retrouve dans... Et l'utilisation du privé à des fins publiques, d'autorat, on pourrait dire. Alors, je dirais oui. Je ne sais pas si le terme existe, c'est-à-dire au bénéfice d'un auteur, quoi, qui viendrait piller la vie privée pour... Alors ça nous dit, sur le cinéma de Justin Trier, ça nous dit déjà, je dirais 2 choses. D'une part, que c'est quelqu'un... qui est quand même, depuis le début, au travail, ou travaillé par des mêmes choses. Bon, ça, je sais pas si ça en fait une autrice, mais en tout cas, ça, je veux dire, je pense que c'est vraiment les questions qui la secouent, quoi. On peut dire que là-dessus, je dirais que la sincérité de son intérêt n'est pas à mettre en cause. Je dirais, bien au contraire, on sent qu'elle creuse vraiment au même endroit. Je dirais le privé et le public, et peut-être d'abord, s'il faut résumer les choses, c'est est-ce que le couple est une affaire privée ou est-ce que c'est une affaire publique? Je pense que c'est une question que n'importe qui s'est retrouvé plus ou moins en situation en couple a dû affronter. C'est-à-dire, est-ce que le couple ne répond qu'à sa propre vérité ou est-ce que le couple est passible d'être soumis à des vérités extérieures, le regard des autres, une forme de bienséance, des questions de meurtre, voilà, tout ça, c'est vraiment des choses qui l'intéressent. Bon, donc ça, c'est des questions qui l'intéressent, elle, et ce sont des questions qui, à l'évidence, sont dans l'air du temps. Moi j'ai revu, puis ensuite, je dis on parce qu'il a été montré à l'Eldo la semaine dernière, Victoria, qui date de 2016, et Victoria, c'est un film qui n'est pas sans faire montre d'une certaine forme de prescience par rapport à ce qui n'arrivera que l'année suivante, qui est MeToo. Vraiment. C'est-à-dire la façon dont... puisque le procès, là, ne concerne pas le couple central. C'est intéressant aussi, hein, c'est ce qu'on se disait, on voit comment, par exemple, entre Victoria et Anatomie d'une chute, là où des choses étaient explosées entre plusieurs personnages, elle les a resserrées. C'est très intéressant de voir comment, entre Victoria, qui est un film court, 1h30, et Anatomie d'une chute, elle a à la fois resserré en termes de personnages, mais beaucoup plus étiré dans la durée et dans le traitement, parce que Victoria et Sibylle sont vraiment des films qui sont trop pleins, trop pleins. Il y a un côté... Oui, il y a un peu un côté, genre, peut-être un peu un côté dépléchin, on met beaucoup. Et là, elle a réussi là où avant il y avait 6-8 personnages, parce que dans Sibylle aussi, il y a 2, 3, 4 couples, avec des personnages un peu en miroir. Là, elle a resserré en termes de personnages. Et en revanche, elle a étiré dans la durée. Si bien qu'un des aspects de son cinéma... Bon, moi, c'est une question, de toute façon, en général, me passionne totalement. C'est comment un cinéaste évolue. Parce que je pense qu'à la fois, un cinéaste fait tout le temps le même film, en même temps, il fait pas tout le temps le même film, il poursuit quelque chose. Et ce qui est passionnant quand on voit Anatomie d'une chute, c'est que l'espèce d'hystérie qui caractérisait son cinéma, et à quoi on la reconnaissait, Laetitia Doche, Vincent Macken, qui sont en plus devenus des acteurs un peu comme ça, très français dans leur manière de la scène de ménage, tout ça. Et puis la foule, cette hystérie... Je sais que d'autres l'ont noté, mais elle a quasiment disparu d'Anatomie d'une chute. Alors qu'elle était encore très présente dans Victoria aussi. Elle est très présente dans Victoria, parce qu'il y avait, et je pense qu'on va tourner autour, parce que c'est un cinéma de la confusion, c'est un cinéma qui traite de la confusion, mais c'est aussi un cinéma, et je sais que c'est un peu facile, c'est un cinéma aussi qui a lui-même qui est un peu confus parfois. Notamment, je dirais, parce que, par une espèce d'héritage français, que peut-être film après film, elle digère un petit peu mieux. C'est un film un peu bordélique, quoi. C'est assez étonnant, d'ailleurs, quand on voit Anatomie d'une chute. C'est qu'il y a un côté film extrêmement bien construit, scénario diabolique, tout ça. Et en même temps, c'est un film qui est fait quand même un peu de bric et de broc, avec, je trouve, des très inégales, des changements de registre, des moments où les dialogues deviennent subitement
extrêmement explicite, des conversations où on a un peu l'impression qu'on a été transporté dans un séminaire sur le rapport entre réalité et fiction au XXIe siècle. Mais bon, voilà, c'est pas très grave. Bon, j'ai un peu perdu le fil Moi, il me semble que la confusion, elle paraît quand même très prévue, contrôlée, écrite, y compris dans son premier film, la bataille de Solferino. Alors, je comprends hein, que c'est pas paradoxal, mais tous ces éléments-là qu'on retrouve... Un des éléments, d'ailleurs, qui me revient là tout de suite en tête, dont on n'a pas parlé, c'est aussi la présence, beaucoup de spectateurs le font remarquer, la présence d'un chien aussi, qui revient sans cesse, mais qui a, je pense, une existence très importante dans chacun des films. Les parties aussi sur des choses plus immatérielles ou plus spirituelles, comme la voyance, ou des choses de l'ordre de la magie, qu'on retrouve aussi dans des films, et qui viennent parfois faire exploser un peu des dispositifs qui paraissent peut-être plus rigides, ou des instances plus rigides comme celle de la justice, etc. Non, quand je disais confusion, c'est que si tu prends la bataille de Solferino, c'est vraiment caméra portée, ça reconduit d'une certaine manière cinéma français. Oui, ou c'est un petit côté acteur un peu. Alors peut-être la référence est un peu trop grande, mais Cassavetes, oui, il voilà. y a quelque chose de cet ordre-là, où il s'agit de la tension nerveuse, il faut accoucher de choses, il y a de la colère. Voilà. Il y a Oui, alors c'est un cinéma où il y a de la colère, quand même. Voilà, ça c'est. Voilà. Et alors, effectivement, le chien est hyper présent, très présent. Et d'ailleurs, d'une manière quand même assez. Enfin, il y a toute une histoire des chiens au cinéma, dans les comédies américaines, dans cette sacrée vérité. Il y a des chiens un peu partout. Il y a même un prix donné au meilleur chien à Cannes, je crois, la Palme Dog. Je ne sais pas si Snoop l'a eu. Il me semble que oui. Je crois que oui. Dans Victoria, comme dans Anatomie d'une chute, ou plutôt dans Anatomie d'une chute, comme dans Victoria, le chien est cité à comparaître. Enfin, il est cité à comparaître plus directement dans Victoria, où c'est pas simplement un chien d'ailleurs qui est cité à comparaître, mais aussi un singe, un chimpanzé, dont Arthur Harari dans le film est le dresseur. Et dans Anatomie d'une chute, le chien fait aussi partie du procès, même s'il n'est pas convoqué au tribunal. Mais il est quand même là, dans la fabrique, l'administration de la preuve par rapport au petit garçon qu'il garde et tout. Et toute la première scène, le début du film, jusqu'à l'arrivée de la police, est fait quasiment, à l'exception de l'entretien au début, sur le point de vue du chien. Alors que l'écran est encore noir, on entend le bruit des pattes. Ensuite, il y a la balle qui tombe le long d'escalier parce que le chien joue avec. Et puis toute la découverte du cadavre et l'arrivée des flics. Tout ça, c'est filmé du point de vue du chien. Le chien est évidemment extrêmement important. Donc tout ça, voilà, ça dessine quand même une sorte d'imaginaire, mais c'est plus qu'un imaginaire, ou c'est autre chose seulement qu'un imaginaire. Parce qu'on peut dire qu'il y a des choses qui appartiennent vraiment comme un imaginaire. En effet, les enfants, le chien, la musique, voilà. Et puis après, il y a un certain nombre de structures. Moi, c'est ce que j'aime dans ce cinéma. Elle fait intervenir un certain nombre de structures. Et qui sont des structures qui... parce que là, je vais dire une chose un peu grossière, mais quand même, je pense que quand même ce qui rend un film passionnant au bout du compte, c'est quand même la manière dont... Alors, attention, dont il parle du cinéma, pas pour en faire une sorte d'exercice purement méta, mais la façon dont il dessine quelque chose comme un usage possible, ou disons une politique possible du cinéma. Donc ces structures, dans le cinéma de Justine Triet, ce sont toutes des structures qui ont à voir avec la possibilité ou pas de produire de la vérité, hein, ou c'est des structures dont sans cesse, et parfois un peu avec lourdeur, mais je pense qu'elle a sans doute besoin de ça parce que c'est des questions avec lesquelles elle se débat, des structures dont il nous est sans cesse demandé, tu vas me dire si tu es d'accord, par rapport auxquelles le spectateur est sans cesse amené à se demander si ce sont des structures plutôt d'ordre fictionnel ou réel. Est-ce que ce sont des structures qui, parce que ce sont des structures, sont dans une sorte de redoublement, donc nous éloignent de la vérité, parce qu'au lieu d'aller au cœur de la vérité, elle la redouble, comme lorsque Sandra dit à son avocat « mais l'enregistrement de la dispute, c'est pas la réalité, ça n'est que nos voix, donc ça n'est qu'un aspect de la réalité ». Le film est truffé de choses comme ça, d'ailleurs à des moments même assez comiques, et je trouve assez intelligent, plus qu'intelligent, où au début on a deux gendarmes qui doivent rejouer un dialogue entre les deux époux, ils ont le texte devant soi, ils disent « alors qu'est-ce que tu fais cet après-midi ?» Voilà. Et est-ce que les appareils, je pose la question de manière très grossière exprès, parce que je trouve que je suis pas sûr que ce cinéma a une vraie réponse là-dessus. Est-ce que les appareils qui sont a priori faits pour advenir la vérité servent en effet à faire venir cette vérité, ou est-ce que en fait ils ne cessent pas d'ajouter une épaisseur de fiction ou une épaisseur d'artifice
qui fait qu'au bout du compte, plus cette vérité on cherche à l'atteindre et plus elle nous échappe. Il me semble que ça fait partie. Alors, c'est une manière de poser les choses un peu scolaire, je le reconnais. Mais je pense que ça fait. Oui. Et ces structures, c'est la justice, ce sont ces discours. Hein, puisque tout à l'heure, l'autre fois, après la séance, tu disais que peut-être le mot qu'il fallait employer pour le cinéma de Justin Triet, c'était le discours au sens où Foucault, voilà. Mais bon, comme je me suis offert pour Noël le discours philosophique de Foucault l'inédit qui est sorti il y a pas longtemps, ça tombait bien. Et en effet, ce sont des discours. C'est-à-dire des appareils qui produisent des énoncés. La justice, la psychanalyse, la littérature. Et des énoncés qui créent des objectivités et des contraintes. C'est-à-dire, pour le coup, pas seulement imaginaires ou fictionnels, mais qui vont s'imposer ou s'interposer devant la vérité. Parce que les deux trajets, d'ailleurs, de Victoria et Anatomie d'une chute, qui me paraissent être quasiment des films jumeaux, là, pour le coup, de ce point de vue, c'est des histoires de non-accès à la vérité, c'est-à-dire le crime ou l'absence du crime, ça dépend du film, dont finalement on ne saura rien. Ou tout s'épaissit d'une certaine manière parce que les différentes vérités sont capturées par ces instances, voilà, qu'elles soient ces instances. J'aime bien le mot aussi, mais si je reprends mon alternative, qui, comme toutes les alternatives, est un peu, est par définition binaire. Ce qu'on remarque, et on en parlait à propos de Victoria, mais ce qu'on remarque aussi dans l'Anatomie d'une chute, c'est que ce couple, ce couple, on ne le connaîtra jamais. Puisque en tout cas, on ne le connaîtra jamais directement, parce que le mari meurt dans les premières minutes. On ne fera que revenir sur lui. Mais je dirais chez Justine Triet, même lorsqu'il n'y a pas ce retour a posteriori, on a l'impression que, moi c'est une chose que je trouve assez forte, elle envisage même pas la possibilité d'un couple qui ne serait pas d'emblée traversé par les discours extérieurs. Dans Anatomie d'une chute, il y a quand même une scène où on voit le couple, on le voit, mais c'est une scène où, on sait que c'est aussi beaucoup à ça que servent les couples, mais enfin peu importe, c'est une scène où le couple parle de lui en tant que couple. C'est-à-dire que c'est pas du tout une scène où le couple serait en train de vivre, c'est une scène où le couple est en train de se faire à lui-même son propre procès de ce qui fonctionne ou plutôt dysfonctionne dans le couple. Donc, c'est assez... Pourquoi je dis ça ? Parce que tu disais, oui, est-ce que ça épaissit ou pas épaissir ? Il y a peut-être aussi l'idée, chez elle, qu'au fond, tous ces discours dont on peut avoir là, tous ces discours qui sont là pour faire advenir la vérité, mais dont on peut avoir l'impression qu'au contraire, il la diffère ou il l'empêche. C'est du commentaire aussi. Enfin, mais sont peut-être pas du commentaire. C'est-à-dire que peut-être qu'elle n'envisage même pas la possibilité d'une réalité, débarrassée de commentaires. Voilà. Oui. Et puisqu'on est en train un peu d'entrer dans l'Anatomie d'une chute, il se trouve que j'ai vu le film à deux moments très éloignés l'un de l'autre. Je l'ai d'abord vu juste avant Cannes, comme pas mal de gens, et puis après je l'ai revu le mois dernier. Donc entre les deux, il s'en est passé des choses pour le film, et pour tout ce qui s'est dit autour du film. Hein. C'est ce que tu disais en commençant, c'est aussi pour ça que vous voulez en parler, parce que c'est un film qui fait énormément parler. C'est toujours assez... Quand le film, en plus, je dirais, tient le coup par rapport à ça, c'est quand même assez génial d'un film qui fasse tellement parler qu'on a envie de revenir, et que même nous, on arrive un peu après la bataille. En fait, on n'arrive même pas après la bataille, parce qu'il y a encore plein de trucs à dire. Bon. Et j'avais été un peu gêné la première fois par le fait de me dire, je me disais, mais comment ce film peut prétendre m'intéresser à tant que ça à un couple dont il ne m'a rien montré ? Comment il voudrait que je me passionne pour un couple par rapport auquel moi je n'ai un rapport qu'a posteriori, et ce d'autant plus que très vite le film voudrait que la question de la culpabilité du personnage principal ou de son innocence soit évacuée. Donc je me disais, mais à quel endroit est censé vraiment être mon intérêt pour ce couple si je ne suis pas censé chercher si effectivement il a été tué ou pas, et si en plus je reviens sur lui après. Bon. Et en le revoyant le film, j'ai tout à fait changé d'avis, enfin pas mal changé d'avis, notamment parce que j'attendais que vienne cette grande scène de dispute, donc qui est la dispute que Samuel a enregistrée la veille de sa mort, dont on nous donne dont on nous donne audition pendant au tribunal, et ensuite on va la voir directement, quoi. Et dans l'attente de cette scène, je me suis rendu compte que je ne me souvenais plus si cette scène, elle n'avait existé dans le film qu'au son, ou si elle existait à l'image et au son. Et je me suis dit quand même, et pourtant elle m'avait marqué. Donc, si le film a réussi à susciter chez moi cette incertitude, il doit être assez fort. Et quand j'ai vu arriver la scène, j'ai été frappé. D'abord, on est dans le tribunal,
Il lance le truc, on voit les écrans avec les petits signaux sonores, on voit que sur 2 écrans à disposition de tout le monde, il y a le texte qui défile, et puis ensuite on voit la dispute en vrai, comme en direct, et puis au moment où elle dégénère, retour au tribunal. Alors, je pense que le fait qu'on revienne au tribunal au moment où elle dégénère, et donc qu'on entende simplement le son, c'est une, je dirais presque une solution de commodité pour Justine Triet. Ça évite de nous montrer les personnages se tapant dessus. Mais à ce moment-là, lorsqu'on revient dans le tribunal, je me suis dit, mais peut-être que ce que raconte le film, c'est pas l'idée d'un couple qui est justement anatomie. Moi, je trouve le titre très mauvais. J'ai jamais compris ce titre. Je trouve vraiment le titre pas bon. C'est pas l'anatomie du genre, une sorte de dissection a posteriori, comme ça, scientifique. Et je me disais, mais peut-être même c'est tout le contraire de ça. C'est pas de dire, on va vous faire une espèce de retour analytique sur un couple. Je me suis dit, peut-être, sa vision du couple, à elle, c'est ça. C'est-à-dire que le couple, c'est tout le temps à l'échelle du monde, si je puis dire, et dans lequel, disons, la bataille de Solferino, quoi. C'est pas la politique et la foule d'un côté, le couple de l'autre, non. C'est peut-être la même chose. Donc l'intimité n'existe pas. Et que l'intimité n'existe. D'ailleurs, il faut bien dire que dans les films de Justine Triet, de l'intimité, il n'y en a quasiment pas d'intimité. C'est parce que je disais aussi, c'est là un homme et une femme, ou enfin, dans un couple qui se ferait un câlin, ou qui aurait il n'y en a pas, il n'y a pas d'intimité. Tout est tout le temps, on est tout le temps sur une scène, et que je me suis dit, peut-être, c'est sa seule manière de regarder le couple, c'est de dire, peut-être que aussi bien peut-être qu'elle voit la justice, la psychanalyse, la littérature comme des instances, pas du tout comme des instances de capture externe du couple, mais comme des instances naturel de fonctionnement interne, oui. Si tu veux, Oui. de fonctionnement interne. Et je me disais, en tout cas pour moi, ça rendait les choses beaucoup, beaucoup, beaucoup plus passionnantes. Il y a pas mal de choses qui m'embarrassent dans son cinéma, qui là devenaient moins embarrassantes. Comme par exemple son discours sur le rapport entre réalité et fiction, ou comme je sais que d'autres également ont noté, les moments aussi bien dans Victoria que dans Anatomie d'une chute, où il nous est donné lecture d'un texte littéraire qui est censé avoir écrit un des personnages, et où on est obligé de se faire la remarque que d'un point de vue littéraire, c'est nul. Et on se dit, bon, soit elle a voulu montrer que c'est nul, c'est pas très malin, soit au fond, c'est peut-être pas ça qui l'intéresse, enfin, voilà, moi je me suis dit, tiens, peut-être que son truc, c'est de se dire, on fait pas retour sur un couple, parce qu'au fond, il n'y a pas de retour sur un couple, parce qu'un couple, c'est toujours du retour sur. Et puis je te laisse la parole, il se trouve que j'ai vu passer sur Internet une vidéo, je regrette de n'avoir vu que cette petite bout de vidéo, mais qui tirait des bonus du DVD Anatomie d'une chute, où elle est Justine Triet assise sur un canapé à côté d'Arthur Harari, qui est son compagnon, partenaire de vie, je crois, comme elle a dit hier au Golden Globe, et elle explique et donc avec qui elle a écrit Anatomie d'une chute, et ils ont 2 enfants. Et elle dit, ce qui est formidable du fait qu'on travaille ensemble, c'est que on n'a pas à s'appeler pour dire, est-ce que tu veux pas qu'on se retrouve mardi après-midi parce que je voudrais qu'on parle de telle scène. Si à 4h du matin j'ai une idée, je le réveille et on s'y met. Et je me suis dit, oui, en fait, c'est vraiment comme ça qu'elle fonctionne. Je parle pas je me fiche de leur intimité. Mais je pense que c'est sa vision à elle, c'est que le couple, c'est là où on met tout et où il n'y a pas d'extériorité. Je sais pas si. Bon, je trouve que c'est toujours dangereux d'essayer de projeter des non, choses mais sur leur vie réelle. Non, mais c'est comme un indice. Mais je suppose que leur vie réelle est très éloignée. Enfin, je leur souhaite d'ailleurs des. Déjà, Arthur Harari aux dernières nouvelles est encore vivant. Alors moi, pardon, je vais complètement parler d'autre chose, mais j'ai le sentiment aussi que c'est un cinéma de morceaux de bravoure un peu, quoi. Je repense à l'ouverture de. C'est un cinéma de morceaux, ça c'est sûr. Ouais, ou de morceaux, voilà. Non mais c'est vrai. L'ouverture d'Anatomie d'une chute. C'est un cinéma qui est en morceaux. C'est quand même assez bluffant parce qu'il y a une maîtrise incroyable déjà du parcours de cette balle, des plans, du son, le travail du son aussi sur cette ouverture est assez génial et bluffant. Et en repensant justement rétrospectivement au film précédent, c'est aussi le cas dans La bataille de Solferino, dans Victoria, il y a des grands moments comme ça, parfois collectifs, dans l'appartement par exemple dans Victoria, où c'est une espèce de danse assez virtuose. Je sais pas quel est ton sentiment là-dessus. Bah, tu dis morceau de bravoure et j'ai dit morceau parce que quand même c'est un cinéma, c'est ce qui faisait à mon sens, je crois que tu es d'accord, l'échec de Sibylle, c'est-à-dire que c'est que des morceaux. Et c'est que des morceaux de bravoure. C'est-à-dire que chaque scène, un côté aborde un nouveau thème qui pèse 3 tonnes, par rapport auquel il veut être définitif, et chaque scène... il y avait ça aussi un peu dans Victoria, où il y a un problème de... Je sais pas s'il faut parler de continuité, mais où on est à chaque fois dans un nouveau décor, puis à chaque fois dans une nouvelle disposition, le personnage dit quelque chose d'absolument nouveau, enfin voilà, il y a
Alors, je sais pas si c'est de la confusion, je sais pas si c'est... Mais c'est un cinéma qui est en morceaux. Et sans doute que l'Anatomie d'une chute est de tous les films qu'elle a réalisés le plus unifié, encore qu'il le soit quand même assez peu, parce qu'il y a les allers-retours entre le passé et le présent, il y a les images vidéo, il y a les différents types de reconstitutions, dessins, croquis, trucs par ordinateur. Donc on est quand même dans un... Alors, si on était positif, on dirait cinéma impur. Enfin, positif louangeur, on dirait cinéma impur. Bon... C'est très en morceaux quand même, et alors c'est pas forcément un défaut, c'est assez inégal, parce que il y a des moments où le film, je le disais un peu, devient subitement très très bavard. C'est le cas quand même dans la première scène, alors c'est assez gonflé, mais moi ça m'avait, à la première vision, un peu agacé, je dois dire, que tout de suite on mette les pieds dans le plat sur le rapport entre réalité et fiction, de quoi est-ce qu'on a besoin pour créer un personnage, est-ce qu'on se détache de la réalité ou pas, enfin bon, comme si au fond, enfin, c'est quand même une vision, je trouve, au moins de la littérature un peu étroite, comme si la seule question de la littérature c'était alors évidemment ça c'est des questions qu'on pose beaucoup aujourd'hui, mais c'était je dirais plutôt de quoi elle se nourrit que de ce qu'elle produit, quoi. Voilà, c'était cette espèce de fascination, je trouve, un peu enflée sur « Ah oui, tous les créateurs sont des vampires, ils se nourrissent, et puis aucune minute dans leur vie ne leur est inutile. » Enfin, voilà, cette espèce... Il y a une vision dans ce cinéma, moi, c'est ce que j'appelle un peu le côté des Péchins, une vision un peu héroïque, quoi, où on a l'impression que le moindre affect... alors, c'est peut-être le revers de la médaille de cette manière de voir le couple comme étant le monde entier, mais le moindre affect peut être décuplé, puis c'est des personnages qui peuvent se dire des choses du genre oui, si tu veux me sauver, ce sera pas aujourd'hui, ou enfin, tu vois, bon, bref. De ce côté-là, la première scène, je la trouve un peu appuyée, mais c'est un cinéma qui, quand même, dans l'ensemble, voilà, est assez appuyé, mais en même temps, bon, comme toujours, c'est aussi de ça dont il est question. C'est-à-dire que ce qui est frappant c'est vrai aussi dans Victoria, c'est-à-dire que, et je pense que quand un film rencontre un tel écho, à la fois institutionnel, si on peut dire, du monde du cinéma et public, on est forcé quand même de se dire, c'est jamais pour rien, ou ça doit répondre à quelque chose. Bon. Et moi, je pense que c'est un cinéma je l'ai déjà un peu dit, qui entretient un rapport très très fort, et à mon avis, je dirais d'un côté, pardon, c'est des ambivalences encore, d'un côté, chez elle, il y a un côté très articulé, c'est-à-dire qu'on a parfois l'impression de quelqu'un qui on va dire, a beaucoup lu et ne déteste pas nous le faire savoir, mais en même temps, il y a aussi un côté viscéral chez elle, et ça, je trouve que, voilà, la combinaison des deux produit des films, parfois un peu hybrides, un peu monstrueux, mais c'est pas inintéressant. Et je pense que ce qu'elle attrape du contemporain, bah quand même, c'est évidemment toujours le rapport entre privé et public, mais une catégorie qui aujourd'hui est très, 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 enfin, qui est vraiment en danger, qui est la fiction. Voilà, on sait bien qu'aujourd'hui, la fiction est constamment mise en procès pour des bonnes et des mauvaises raisons. Je dirais quand même, enfin, j'en sais rien, mais enfin, elle est constamment mise en procès, c'est-à-dire que d'une certaine manière, moi, ce que je faisais tout à l'heure sur leur couple, c'est un peu ce qu'on fait tout le temps, c'est en disant oui, si tel personnage se comporte comme ça dans la fiction, est-ce que ça veut dire que le cinéaste qui a écrit ce personnage, lui, se comporterait comme ça? Et elle parle de ça, puisque on donne. Alors, ça date pas d'aujourd'hui, hein, évidemment. Je sais pas, ça date depuis toujours, mais c'est devenu une question vraiment aujourd'hui extrêmement aiguë. Et surtout, je dirais pour ceux qui s'intéressent évidemment au cinéma, à la fiction. Et une des questions qu'elle pose, c'est encore une fois, c'est ça. C'est est-ce que, je sais pas, j'ai noté, il y a un moment très étrange dans le film. On se demande vraiment à quoi il sert, ou alors on a peur de trop bien comprendre. Ou tout à coup, je crois que c'est la veille du verdict, et Sandra, elle est dans sa chambre d'hôtel parce que son fils voulait passer le week-end seul, il doit témoigner, et elle regarde une émission de télé, une émission littéraire, semble-t-il, et l'intervenant, c'est Arthur Harari. Donc c'est marrant, et il parle justement du pourquoi ce procès fascine tellement. D'une certaine manière, on est déjà dans le bonus du DVD, là, c'est presque déjà le discours sur le film, pourquoi ça passionne tellement les gens. Et on cite une phrase de Sandra Voiter, donc l'écrivaine accusée du meurtre de son mari, en procès. Et elle dit « Mon travail, c'est de brouiller les pistes pour que la fiction détruise le réel ». Alors, on est plutôt aujourd'hui
dans une période, dans un moment où c'est plutôt le réel qui détruit la fiction. Je ne suis pas sûr que la symétrie nous mènera très loin. Mais ce qui est sûr, c'est que... Et Sibylle, qui est vraiment un truc très boursouflé, vraiment avec beaucoup trop d'enjeux partout, beaucoup trop de... Et puis en plus, un peu comme dans Victoria, et heureusement il n'y a pas ça dans ce film aussi, l'idée de quelqu'un qui traverse tous les strates de confusion pour enfin y voir clair. Donc à la fin, elle dit « Oui, j'ai compris, ma vie est une fiction ». Bon, moi je vois pas tellement ce que ça veut dire, mais au moins ce que je veux dire, c'est que cette question-là, ça la travaille vraiment, et qu'elle a une façon de dire, est-ce que peut-être le rapport que l'on entretient chacun avec sa propre vie, alors peut-être je redirais moi la même chose que Virginie Fira, j'en sais rien, est-ce qu'on n'entretient pas finalement avec tout un rapport de type fictionnel? Il y a aussi ce dialogue qui est assez beau, même si d'un strict point de vue de vraisemblance il est discutable, mais peu importe, qui est le dialogue entre Daniel, le petit garçon, et Marge, interprétée par Jenny Beth, qui est cette personne qui a été dépêchée pour s'occuper de lui pendant le procès, et il dit qu'il ne sait pas exactement de quelle nature doit être son témoignage, et elle lui dit, bon, d'un point de vue vraisemblance, c'est pas très crédible, mais peu importe, elle lui dit un truc du genre, tu sais, quand on ne sait pas, il faut inventer qu'on est sûr. Bon. C'est très beau, inventer qu'on est sûr. Et l'autre, le garçon dit mentir, elle dit non, pas du tout, il faut décider, inventer qu'on est sûr. Et je pense que c'est un cinéma aussi de morceaux, pour revenir un peu au morceau de Bravoure, parce que c'est un coup de force inventé qu'on est. Et c'est un cinéma qui fonctionne par coup de force. Oui. C'est-à-dire qu'il veut, tu vois, franchir faire le saut de la certitude à partir de l'idée, parce que elle raconte du couple, mais ça, voilà, il n'y a pas d'intimité, l'amour est très peu traité, il n'y a pas de sexe, il y a aucune des espèces de certitudes, ou plutôt cette espèce de certitude, je dirais animale, si on peut dire, ou intime, elle est du côté de l'animal justement. Alors bien sûr, au fur et à mesure du film, elle est comparée à un chien, lui il est comparé à un chien, un petit peu, mais sinon il n'y a pas de cette matière première du couple, elle n'existe pas du tout. Je trouve ça quand même assez fascinant. Ce que tu dis là, ça vient tout à fait répondre à une question que je me posais sur le rapport de ces films à un réalisme ou à une vraisemblance. Tu as utilisé le terme. Ouais. Moi, j'entends beaucoup de la part de spectateurs dire ça va pas, c'est pas comme ça qu'un procès se déroule, c'est pas comme ça que ça, c'est pas vraisemblable, etc. Mais il s'agit pas de films purement réalistes. Enfin, et un des indices, moi, qui me met sur la voie, peut-être même avec des percées fantastiques par moment, c'est... tu parlais tout à l'heure de l'évolution d'un cinéaste. Là, par exemple, l'évolution des enfants dans les 4 films. Et pour aboutir à ce Daniel, qui soudain a une épaisseur incroyable par rapport aux enfants dans les films précédents. Oui, jusque-là, ils étaient présents, mais sur la touche. Mais ils étaient même... les parents même s'en souciaient assez peu, sauf pour se bagarrer. C'était l'objet de bagarre. Mais elle a assumé jusqu'à présent de montrer des personnages de mère indigne. C'est quand même pas mal. Oui. Et là, le personnage de Daniel, qui est presque qui est un jeune adolescent, tout repose sur lui. Enfin, le procès se met à tourner autour de son témoignage, et c'est lui qui va décider finalement de l'issue du procès. Et il se trouve qu'il a deux particularités. Il est malvoyant. Alors, il a des yeux incroyables dans le film, des yeux un peu translucides, bleus translucides, qui sont dingues. Et également, il est, on pourrait dire, hypermnésique. Il arrive à se rappeler, mais mot pour mot, respiration par respiration, d'une conversation qu'il a eue avec son père dans une voiture. À propos du chien, il y a plusieurs années. Donc là, il y a quelque chose de l'ordre de... Non seulement c'est pas vraisemblable, mais c'est quasiment fantastique. On est dans autre chose. Et je terminerai... Et il a une paternité cinématographique. Il me semble. Moi, il me semble que... Moi, j'aime pas... parce que là, j'en parle parce que pour moi, c'est pas de l'ordre de juste de la citation ou du plaisir de la citation cinématographique, mais il me semble que le film, là, avec ce personnage,
mais pas seulement, peut-être même dans sa structure, entretient un rapport avec Shining de Kubrick. Il me semble que Daniel, c'est le Danny en tout cas, entretient un rapport, c'est pas le même, mais il entretient un rapport avec le jeune Danny de Shining, qui est quand même l'histoire d'un couple qui va se déchirer, enfin plutôt d'un père qui va vouloir assassiner la mère de leur seul fils, dans un coin reculé de montagne, un peu isolé de tout, où il neige. Comme à Dijon aujourd'hui. Voilà. Et lui est écrivain. Enfin, je veux dire, il y a énormément comme ça de rapports. Et le jeune Danny dans Shining, lui aussi a une espèce de don. Il est extra-lucide. Il arrive à deviner des choses du futur. Le Shining. Et il traverse, lui, il traverse certaines couches temporelles ou mémorielles. Et un peu comme Daniel. Alors, moi, je sais pas quoi en faire. Ça m'a presque gêné de découvrir ça parce que je sais pas qu'est-ce qu'on en fait. D'autant plus que tu m'apprends qu'a priori, Justine Triet goûte très très peu Kubrick. Je sais juste que dans une émission de radio, elle a dit plutôt du mal du film. Je sais pas enquêté là-dessus. Donc peut-être c'était juste là et qu'à par ailleurs. Bon, c'est sûr que le lien entre les deux films est difficilement contestable, j'ai l'impression. Ouais. Oui, il y a un lien. Maintenant, il vient, moi dans ma tête, il vient un peu s'entrechoquer avec un discours très structuré justement sur les discours au sens de Foucault qui viennent capturer la vie d'un couple ou d'une femme sans cesse et finalement fabriquer de la réalité à la place des réelles pulsions personnelles. Oui, exactement. Là, on vient presque à nouveau redoubler le film d'un aspect un peu magique, quoi. Alors peut-être qu'au fond l'animal et la magie tournent autour, quoi. Enfin c'est le parce que fond moi j'aurais le plus même. grand mal à dire ce qu'elle fait avec ce chien. Je vois bien que dans au moins 3 de ses films le chien est très présent, puisque c'est un peu le chien qui venait clore la bataille de Solferino, le chien d'Arthur Harari. Il était très présent dans la fin du film, dans mon souvenir. Dans Victoria, il est extrêmement présent. Comme témoin, vraiment comme témoin, puisque c'est lui le seul témoin de l'agression sexuelle et peut-être même de la tentative de meurtre supposée. Et là, il est très très présent aussi. Il ouvre et ferme le film, absolument. Et le film se termine par une étreinte. Enfin, le chien vient rejoindre Sandra qui se repose enfin après la fin du procès. Mais je ne sais pas exactement ce que... Oui, il y a peut-être un élément magique, puisque comme tu dis, il y a la voyance. Tu parlais de chimie aussi, hein. Je me rappelle. Oui, parce que la chimie est très présente dans Victoria. Je voudrais savoir à partir de quel moment ma vie, ça a commencé à merder chimiquement dans ma vie. Puis au début, ça revient à plusieurs reprises. Puis finalement, quand elle décide que Sam, qui s'appelle déjà Sam, interprété par Vincent Lacoste, va être l'homme dont elle a besoin, elle lui dit « Mais tu ne trouves pas que ça marche bien chimiquement entre nous ?» tout ça. Mais ce sont les rares moments, et d'ailleurs le personnage est intéressant, le personnage de Sam dans Victoria, parce que c'est une des rares fois où on a un personnage chez elle qui justement n'est pas déterminé par une structure. Il n'a pas un discours qui est le discours d'un appareil particulier. Lui, il a plutôt le discours de faut pas tout mélanger. C'est toujours, encore une fois, toujours la question chez elle. Est-ce qu'il est possible de pas tout mélanger ? Et est-ce que, je sais pas, si subitement on se mettait à pas tout mélanger, est-ce que ce serait pas le début du vrai, est-ce que ce serait pas le début du vrai cauchemar ? Et lui, il a cette fonction un petit peu d'être le gardien. Alors que son ex, lui, il mélange la réalité et la fiction, il mélange leur histoire et ses trucs. Alors que Mélanie Poupeau qu'elle défend, il mélange un petit peu tout parce que sa femme, il l'aime, il la déteste, il veut la tuer, il veut pas la tuer, ils se remettent ensemble. Et en plus, il connaît très bien l'avocate, donc il est pas très bien placé, etc., etc. Voilà. On est comme toujours, dans une espèce de grand chaudron où les choses se mélangent. Et ouais, le réalisme, c'est difficile parce qu'on peut pas faire un film de procès, je pense quand même sans une forme de... Non, mais il y en a, bien sûr. Il y en a, voilà. Mais pas seulement. Ouais. Et non, c'est un cinéma, Il y a une chose dans son évolution que je trouve assez belle, c'est que elle a fait ses 2 films avec Virginie Efira, et ensuite elle fait tourner Sandra Hüller. Et c'est clairement pas le même type de personnage féminin, c'est pas le même type de féminité, c'est pas le même type de femme.
Et Virginie Efira, il pouvait lui arriver d'être antipathique dans Victoria et dans Sibylle, antipathique notamment par ambition, parce que c'est quelqu'un qui en gros pensait qu'à elle. Mais c'est Virginie Efira, elle est glamour, elle correspond vraiment à la vision qu'on peut avoir d'une féminité hollywoodienne, voilà. Alors que Sandra Hüller, c'est pas du tout ça. Et je trouve que c'est assez courageux quand même de sa part d'avoir mis ce type de personnage au centre du film, même si je pense que c'est un peu une fausse piste si on s'intéresse à ce personnage-là, vraiment, c'est-à-dire pour se demander a-t-elle pu tuer, est-elle ambiguë, je suis pas sûr que ce soit là que le film mette l'accent. Mais ouais, c'est quand même un type de personnage qui manifestement, je ne sais même pas si le film le prémédite, mais c'est évident qu'elle est beaucoup plus forte. Elle a un ascendant dans la dispute, elle a un ascendant sur son compagnon qui est terrible. Enfin, qui est terrible. C'est presque un jugement de dire ça, mais qui est incontestable à tout niveau. Dispute d'ailleurs. Si on veut rajouter encore à notre tour une couche qui est faite en anglais. Il y avait des gags très drôles dans Victoria aussi sur le passage du français à l'anglais avec le babysitter pour ne pas inquiéter les enfants. Voilà, elle met toujours c'est intéressant parce que dans une forme qui reste, je dirais, quand même un peu de cinéma français, c'est-à-dire de cinéma français entre guillemets, c'est-à-dire de réalisme, de réalisme, c'est-à-dire de dire, ben voilà, le cinéma c'est quoi ? C'est avant tout de l'enregistrement, c'est avant tout on enregistre un acteur, on regarde. Mais dans cette forme-là, il y a cette forme, mais entre les deux, elle entrepose, qui était un mot important de Victoria, des filtres, sans cesse. C'est censé filtrer. De telle sorte qu'au bout du compte, je me répète, on ne sait pas si on doit préférer cette version-là avec les filtres partout, ou l'idée qu'un jour, tous les filtres tombent, mais si les filtres tombent, c'est peut-être à ce moment-là, pour faire un bon mot, qu'on bascule par la fenêtre, quoi. On sait pas. Et ça, c'est assez... En tout cas, elle ne tient pas... ou peut-être elle a pu être tentée de le tenir, je pense, notamment dans Victoria, mais elle tient moins, il me semble, d'Anatomie d'une chute, l'idée que... Je me répète, pardon, encore une fois, que, ah là là, si on se débarrassait de tous ces discours, on y verrait enfin clair, et on pourrait enfin être de plein pied avec la réalité, avec nos affects et nos amours, et tout irait mieux dans le meilleur des mondes. Non, je pense qu'elle n'imagine même pas un monde comme celui-là où on n'aurait pas à en passer par tous ces discours, tous ces langages, tous ces trucs. Et je trouve ça assez beau d'être d'accord, si je peux dire, pour embrasser cette complexité, enfin, qui est plus qu'une complexité, parce que il y a des moments assez beaux, le témoignage du psychiatre qui vient expliquer que lui, il connaît bien son patient et que son patient lui a expliqué que ça allait pas du tout bien pour lui parce que Sandra faisait peser une pression terrible depuis l'accident de l'enfant. Et puis Sandra qui répond très justement, elle dit bah oui, mais si moi je voyais un psychiatre, il vous dirait autre chose. Et on sent bien qu'il n'y a pas d'amertume par rapport à ça, qui consiste encore une fois à dire si on pouvait avoir le bon point de vue sur les choses. Oui, non, il y a presque une égalité. Réconciliateur, tu vois, bien réconciliateur. Ouais. Qu'est-ce qu'on serait content ? Oui, c'est ça. Non, il n'y a pas de. Mais d'un autre côté, et c'est la question que je ne pose pas. Tu m'as fait de me reprendre à leur couple, mais au film, mais d'un autre côté, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Certes, il y a l'avocat qui lui dit, à un moment, j'étais. En anglais, il dit « hopelessly in love with you », mais c'était il y a 15 ans. Mais sinon, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'amour actuel, en tout cas. Il n'y a pas d'amour actuel, et il n'y a pas il n'y a pas un truc qui viendrait tout à coup faire tomber tous les obstacles. Dans un cinéma français qui a quand même beaucoup cru à cette espèce de truc du genre « ouais, on va... l'étreinte, allez, on oublie tout, on se fait t'as pas l'air d'accord, mais un accès direct. » Une espèce de réalisme comme ça, naïf, si je puis dire, tu vois... enregistrement et puis des gens qui auraient un rapport direct les uns avec les autres. Et elle n'a pas de rapport direct, par exemple. C'est même dans ce film où les enfants sont mieux traités, si je puis dire, le rapport qu'elle a avec son fils, il est dur. Il est dur. Les quelques scènes de complicité, il n'y en a pas beaucoup, elles sont pas très réussies. On sent bien que c'est pas là que ça se passe. C'est quand même particulier. Voilà, bon, bah, sur cette disparition de l'amour, on va clore la discussion. Merci, on est qu'au Emmanuel. début de l'année, il va revenir.
L'amour, on écoute depuis l'année. Ça, tu nous raconteras. D'accord, bon, à la prochaine. Salut. Bounty law. You don't ever bring them in alive, now do you, Jake? When there's 3 of them and 1 of me.